Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Regardez tout de suite, c'est les titres de ce mercredi. En Syrie, après l'accord conclu hier entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine pour faciliter le retrait des Kurdes, le président Trump annonce la levée des sanctions contre Ankara et parle de succès. Le Kremlin, lui, accuse Washington d'avoir abandonné les Kurdes. Vladimir Poutine à la conquête du continent africain. Le président russe organise un sommet Russie-Afrique à Sotchi. Objectif, doubler les échanges commerciaux en 5 ans. Dans quel secteur? Sergei Doubine de notre service russe nous donnera tous les détails. À la une également, cette macabre découverte près de Londres, en Angleterre. 39 corps ont été retrouvés dans un camion en provenance de Belgique. Aucune précision pour l'heure sur l'origine des victimes. Le chauffeur a été arrêté. Et puis Al Pacino, Robert De Niro, tous les deux réunis dans The Irishman, le nouveau film de Martin Scorsese, une plongée au cœur de la mafia américaine. Et signe des temps, c'est sur Netflix et non au cinéma que le film sortira en France. Après l'accalmie en Syrie vient le temps des autosatisfactions. Hier, le président turc a conclu un accord avec Vladimir Poutine pour faciliter le retrait des Kurdes près de la frontière turque. Une satisfaction donc pour Ankara. Donald Trump, de son côté, parle d'un succès et annonce la levée des sanctions. Mais son désengagement militaire dans le nord syrien a été critiqué et semble avoir profité à Damas et Moscou, car sur place, les troupes russes ont commencé à arriver dans le nord syrien pour s'assurer du départ des Kurdes. On fait le point avec Maxime Bios-Duplan. L'accord entre la Russie et la Turquie sur une zone de retrait des forces kurdes du nord de la Syrie est entré en vigueur. En témoigne l'arrivée à Kobané ce mercredi d'une colonne de blindés russes pour aider, selon un communiqué, au retrait des unités de protection du peuple, les combattants kurdes, et à leur désarmement sur 30 km de profondeur. Une zone apparemment restée calme ce mercredi. Dans le cadre de l'accord qui inclut la garantie de la sécurité de notre frontière et le retrait des éléments terroristes des YPG jusqu'à une profondeur de 30 km, il n'est pas nécessaire de lancer une nouvelle opération en dehors de cette zone. Le cessez-le-feu conclu dans le nord-est de la Syrie et sponsorisé par les États-Unis constitue une base pour une solution politique au conflit. C'est ce qu'estime le secrétaire général de l'OTAN. Nous avons au moins constaté une baisse, dit-il, une baisse significative de la violence et des combats. Ensuite, nous devons continuer sur cette lancée pour mettre au point une véritable solution politique négociée du conflit en Syrie. Concernant les forces américaines, le ministre irakien de la Défense a déclaré, après une rencontre avec son homologue américain, que les troupes qui se retiraient de Syrie en Irak quitteraient le pays dans un délai de 4 semaines. Selon lui, l'Irak n'est qu'une étape pour les Américains qui iront ensuite au Koweït, au Qatar ou aux États-Unis. Vladimir Poutine ouvrait aujourd'hui un sommet Russie-Afrique à Sotchi, une première pour le président russe. Objectif, doubler en 5 ans ses échanges commerciaux avec l'Afrique, dans une région où les Chinois et les Occidentaux ont déjà une longueur d'avance. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Sergei Doubine, chef du service russe d'Euronews. Bonsoir Sergei. Bonsoir. Alors Vladimir Poutine revient de loin. Dans quel secteur compte-t-il rivaliser ? Donc essentiellement, ce sont les exportations et les projets communs dans les ressources minérales. Effectivement, c'est l'extraction des minéraux et métaux ou pierres précieux, gisements, donc exploration des gisements de pétrole ou du gaz, projet conjoint dans l'énergie atomique et exportation. Effectivement, exportation, c'est machines agricoles, auto, grains et engrais, donc aussi projet commun comme des exportations et contrats militaires, exportation d'armes et contrats de coopération militaire, donc c'est-à-dire préparation des soldats, assistance technique, donc et tout ça. Effectivement, donc il y a une longueur d'avance à rattraper. Donc si le chiffre d'affaires entre la Russie et l'Afrique est de un peu plus de 20 milliards de dollars en 2018, si on compare avec l'Union européenne, c'est 294, 200 avec l'Asie et
40 milliards et quelques avec les Amériques. Donc effectivement, il reste beaucoup à faire. Alors il y a une stratégie économique, mais après avoir joué un rôle au Moyen-Orient, est-ce que le but c'est aussi d'étendre son influence jusqu'en Afrique? Effectivement, oui. Donc il y a l'influence aussi bien économique que politique de la Chine et des pays occidentaux, en rejoignant, ou enfin en retournant vers les partenariats déjà de l'époque soviétique, comme par exemple avec Angola ou Mozambique, ou aussi bien en concluant de nouveau, en nouant de nouveaux partenariats avec Maroc, Nigeria ou l'Afrique du Sud. À part effectivement les intérêts économiques, il y a l'influence politique. Il y a beaucoup qui peut unir, disons, la Russie et les pays africains, notamment le thème de non-ingérence de la politique intérieure, le monde multipolaire et effectivement opposition, pas peut-être en tant que conflit, mais affirmation de sa propre voix par rapport aux États-Unis ou les grandes puissances européennes. Merci Sergueï pour toutes ces précisions. En Angleterre, cette découverte macabre, 39 corps ont été retrouvés la nuit dernière à Grays, près de Londres, à bord d'un camion. Le véhicule viendrait de Belgique. Pas de précision pour l'heure sur l'origine des victimes, mais le chauffeur a été arrêté pour meurtre. Dans ce camion stationné dans la banlieue de Londres, les policiers britanniques ont découvert les corps de 39 personnes. D'après les enquêteurs, le véhicule venait de Bulgarie. Qui sont ces 39 victimes? S'agit-il de migrants qui souhaitaient entrer en Grande-Bretagne? Dans quelles circonstances sont-ils morts? La police a pour le moment peu de réponses. Les services d'urgence sont intervenus, mais ils n'ont pu que constater le décès des 39 personnes à l'intérieur du conteneur. Apparemment, une des victimes est un adolescent, les autres sont des adultes. C'est une véritable tragédie, un jour très triste pour la police et pour la communauté locale. Nous allons continuer à travailler pour déterminer les causes de ces décès. Le Premier ministre britannique s'est dit, je cite, horrifié par ce tragique incident. Il a réagi à la Chambre des communes. C'est une tragédie inimaginable et vraiment bouleversante. Nos pensées et nos prières vont à ceux qui ont perdu la vie et à leurs proches. Le camion se trouvait dans une zone industrielle, dans la commune de Grays, dans l'est de la capitale britannique. Il est entré au Royaume-Uni le 19 octobre dans un port de l'ouest de la Grande-Bretagne. Le chauffeur du semi-remorque a été arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Âgé de 25 ans, il est originaire d'Irlande du Nord. Son interrogatoire devrait permettre aux enquêteurs d'en savoir davantage sur ce drame. En Tunisie, le nouveau président de la République, Kais Saied, a prêté serment aujourd'hui. Et les élections présidentielles avaient été avancées en raison du décès en juillet de Beji Caïd Essebsi. Il fera face aux immenses attentes des Tunisiens, notamment sur le plan économique. Maxime Baïz. Quasi inconnu sur la scène politique il y a encore quelques mois, Kais Saied est devenu ce mercredi le nouveau chef de l'État tunisien. À 61 ans, cet enseignant de droit constitutionnel, réputé austère mais bon connaisseur des dossiers économiques et institutionnels, prend la suite de Beji Caïd Essebsi. Kais Saied a prêté serment face au Parlement et aux plus hauts responsables laïcs et religieux. Je jure devant Dieu Tout-Puissant de protéger l'indépendance de la Tunisie, sa sécurité, de respecter sa constitution, ses lois, de servir ses intérêts et de lui rester loyal. Élu grâce au soutien du Parti conservateur Ennahda, Kais Saied a dans son discours insisté sur l'importance de l'égalité entre tous les citoyens et appelé les Tunisiens à s'unir contre le terrorisme. Le 13 octobre dernier, Kais Saied a été porté au pouvoir avec 72% des voix. Une victoire écrasante grâce notamment au vote des jeunes qui l'ont très majoritairement porté au pouvoir. Une jeunesse aujourd'hui durement frappée par le chômage, un tiers est sans emploi. Kais Saied devra aussi faire face à une croissance atone et à une corruption galopante. L'avenir de la seule démocratie du Maghreb est plus que jamais incertain. La Bolivie, toujours en pleine crise politique. Une grève générale a été lancée hier. De nouveaux incidents ont éclaté dans la nuit pour protester contre les résultats provisoires des élections de dimanche. Le lent décompte semble donner le président sortant vainqueur, mais l'opposition et les observateurs internationaux soupçonnent des fraudes. On retrouve au cœur de la rédaction d'Euronews Laurence Alexandrovitz. Alors Laurence, le chef de l'État a réagi à cette grève et il ne semble pas ouvert au dialogue.
Oui, en effet, Guillaume, le président sortant de gauche, Evo Morales, a qualifié aujourd'hui ces manifestations de coup d'État. 97% des bulletins ont été dépouillés et les opposants au président sont réunis devant l'hôtel où se déroule le décompte des derniers votes. Selon les résultats officiels, mais pas encore définitifs donc, Evo Morales distance son rival centriste Carlos Mesa de 9,42%, très proche des 10 points qui lui sont nécessaires pour annoncer sa victoire. Il faut en effet un candidat 10 points d'écart pour passer dès le premier tour. Les opposants au président Morales, qui brigue un 4e mandat, dénoncent des fraudes. Des soupçons de manipulation de vote sont apparus dès dimanche, jour de la présidentielle, après que le tribunal électoral suprême a brusquement arrêté un comptage électronique. Il indiquait que Morales et Mesa se dirigeaient probablement vers le 2e tour. Quand le décompte a repris lundi dans un pays en colère, Morales avait pris une avance de 10 points. Cela a déclenché des critiques des observateurs électoraux internationaux et des émeutes et une grève générale aujourd'hui en Bolivie. Rappelons enfin que la décision de Evo Morales de briguer un 4e mandat, alors que les électeurs s'étaient prononcés contre lors d'un référendum en 2016, est très mal vue par une partie des Boliviens et critiquée par l'opposition. Ils estiment que le régime de La Paz pourrait tourner à l'autocratie en cas de nouvelle victoire. Et comme chaque jour désormais, nous vous proposons un tour d'horizon des sujets traités par les autres services linguistiques d'Euronews et nous vous les proposons en partie en version originale. On commence avec l'équipe espagnole qui revient sur l'exhumation prévue demain des restes du dictateur espagnol Francisco Franco au mausolée monumental de Madrid. Ils seront ensuite transférés au cimetière du Pardo dans la banlieue de la capitale en présence de la famille du dictateur. Le Premier ministre Pedro Sánchez souhaitait que le mausolée ne soit plus un lieu d'apologie du franquisme. La famille Franco avait déposé plusieurs recours en justice en vain. Et puis on en vient à l'équipe russe qui s'est penchée sur cette étude anglaise menée sur d'anciens footballeurs professionnels écossais. Elle montre des risques 3,5 fois plus importants de mourir d'une maladie neurodégénérative comme les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson par rapport au reste de la population. Plus de 7000 dossiers d'anciens joueurs ont été étudiés. Et puis on termine par du cinéma, enfin presque. The Irishman de Martin Scorsese ne sortira pas au cinéma mais sur la plateforme Netflix. 3h28 pour raconter l'histoire de Frank Sheeran, un tueur à gages lié à la mafia, potentiellement impliqué dans la disparition de Jimmy Hoffa. Pour incarner les deux hommes, un duo de légende, Robert De Niro et Al Pacino. En voici un avant-goût avec Kevin Battista. Après Londres pour le London Film Festival et Lyon pour le Festival Lumière la semaine dernière, Martin Scorsese présentait à Rome son dernier film, The Irishman. Inspiré du livre de Charles Bond, I Heard You Paint Houses, The Irishman est dans les cartons du réalisateur depuis plus d'une décennie. Au casting, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci et Harvey Keitel. Un tournage familial pour Martin Scorsese. J'ai toujours eu des acteurs qui ont tout donné pour moi. Ils ont été merveilleux. Et je l'ai toujours su parce que De Niro, Keitel, on a commencé alors qu'on était amis. Donc ça a toujours été une expérience plus confortable. Vous voyez, il y avait de vrais liens. Ma mère jouait avec eux, mon père aussi, tout ça. Donc c'est devenu comme une famille. Robert De Niro interprète Frank Sheeran, à la fois syndicaliste et tueur à gages de la mafia. Peu avant de mourir, il avoue le meurtre de Jimmy Hoffa, joué par Al Pacino. Alors, avec Netflix, on n'a pas réussi à financer ce film à Hollywood. Ça a pris des années sans succès. Netflix nous a donné l'argent et la liberté dans la création. En France, The Irishman sera disponible sur Netflix le 27 novembre prochain. C'est la fin de cette édition, mais l'information continue tout de suite sur Euronews et euronews.com. Je vous retrouve demain pour Euronews Soir. Belle soirée à tous sur notre chaîne.